Bonjour tout le monde. Dans le cadre du module physique des composants semi-conducteurs 3, destiné principalement aux étudiants Master 2 microélectronique, nous allons aborder un nouveau cours. Donc, tout d'abord, quelques références et sites à utiliser en cas de besoin. Le cours d'aujourd'hui porte sur le transistor à effet de champ à gaz d'électrons bidimensionnel, appelé TECFET. Pour commencer, je vous donne le plan de l'exposé. Donc, les principaux points qui seront abordés au cours de ce cours. Premièrement, on commence par un bref historique et on passe aux différentes dénominations données à ce composant. Et on dira quelques mots sur le principe de base sur lequel repose le fonctionnement de ce dispositif. Et on dira aussi quelques mots sur le confinement optique, qui est un phénomène rencontré souvent dans les composants à faible dimension. On va voir comment les choses ont évolué du MOSFET au HAMT, et on donnera par la suite la structure de ce composant et aussi l'analogie entre le HAMT et le MOSFET ainsi que le MESFET. Et bien sûr, comme dans le cas de différents composants, il est intéressant d'établir l'expression du courant qui circule entre la source et le drain en fonction de la tension appliquée entre ces deux électrodes. Pour établir cette expression, on doit passer tout d'abord par établir l'expression de la concentration des électrons en fonction de la tension appliquée entre la source et la grille, et ce dans les différents régimes. En fonction de la polarisation, on verra qu'il y aura apparition d'un MOSFET parasite qui génère certains effets qu'on va voir par la suite. Et on termine par donner les principaux avantages et les applications du HAMT. Tout d'abord, concernant l'historique de ce dispositif, donc tout a commencé en 1960 par la fabrication de petits cristaux à base de nitrure de gallium. En 1979, l'équipe de Tashaki Mimura à Fujitsu au Japon, donc ils ont réussi à concevoir les caractéristiques du premier HAMT. En 1985, le HAMT se lança en tant que le dispositif de bruit le plus bas. En 1987, il y avait la commercialisation des premières versions du HAMT, et ce pour les récepteurs de radiodiffusion par satellite. En 1990, on est passé à la commercialisation des premières versions de ce composé. En 1994, il y avait d'autres versions du HAMT en utilisant les matériaux nitrure de gallium aluminium et de nitrure de gallium. À partir de 2010, il y avait généralisation d'utilisation de ce dispositif dans les équipements à grande vitesse. Comme on l'a mentionné tout à l'heure, donc ce dispositif a plusieurs dénominations. On trouve des dénominations telles que le TECFET, qui veut dire Two-Dimensional Electron Gas Field Effect Transistor, le MODFET, qui veut dire Modulation Output Field Effect Transistor, et le HFET, qui veut dire Heterojunction Field Effect Transistor. Donc, comment les choses ont évolué du MOSFET au HAMT? Donc, nous avons vu la dernière fois, lorsqu'on a étudié les puits quantiques, nous avons vu que lorsqu'on associe deux hétérojonctions, dans l'une des couches à grand gap et l'autre à faible gap, donc il y avait possibilité de passage des électrons
semi-conducteur à grand gap vers le semi-conducteur à petit gap, et donc il y a une apparition d'un comportement métallique avec des mobilités très importantes. Et bien sûr, pour obtenir une mobilité importante, donc le semi-conducteur à petit gap est non dopé, et ce pour éviter l'interaction entre les porteurs et les donneurs ionisés. Donc, ce principe a été illustré ici. Donc, nous avons une hétérojonction ici entre un semi-conducteur 2 et un semi-conducteur 1. Donc, le semi-conducteur 2 est dopé, par exemple ici, type N. Et donc, les électrons peuvent passer ici dans le semi-conducteur 1 qui est non dopé. Et donc, puisque ce semi-conducteur est non dopé, donc les électrons se trouvent, s'affranchissent de l'interaction avec les donneurs ionisés, donc ils peuvent acquérir une grande mobilité, et c'est l'objectif à atteindre dans ce dispositif. Pour le confinement optique, plutôt quantique, donc on parle de cet effet lorsque les déplacements des électrons ou des trous, tout dépend du type de semi-conducteur. Donc lorsque les électrons et les trous d'un semi-conducteur sont limités dans une ou plusieurs dimensions. Donc, selon le cas, donc, on peut avoir un confinement dans une, deux ou trois dimensions. Donc, on a un peu quantique ou un fil quantique ou une boîte quantique selon le cas. Donc, si le confinement est dans une direction, donc on va avoir un fil quantique. S'il y a confinement dans une direction, c'est le fil quantique. Et s'il y a un confinement dans les trois dimensions, donc on parle de boîte quantique. Et ces structures jouent un rôle important dans les dispositifs modernes tels que les lasers, les cellules solaires, ainsi de suite. Donc, le confinement quantique, on l'obtient lorsque la taille des composants devient très petite, de l'ordre du rayon d'un excitant dans un matériau massif, ce qu'on appelle aussi le rayon de l'excitant de bord, qui est moins de 20 nanomètres. Et pourquoi le confinement quantique est important? Parce qu'il modifie les propriétés électroniques du matériau. Et se manifeste par l'apparition de niveaux d'énergie discrets, des secondes, comme on l'a vu la dernière fois. Il apparaît bien sûr dans les semi-conducteurs et même dans les métaux lorsque les dimensions sont inférieures à 200 nanomètres pour les semi-conducteurs et de l'ordre de 1 nanomètre pour les métaux. Avant de voir le HAND, donc on va voir le MESFET, qui est la première version classique de ce dispositif. Donc, le MESFET, comme on l'a vu dans l'année passée, il exploite les propriétés de la structure Schottky, c'est-à-dire le contact entre un métal et un semi-conducteur. Comme vous le savez, dans la structure Schottky, donc il y a une zone de charge d'espace ici qui évolue en fonction de la polarisation appliquée. Et donc, cette évolution de la zone de charge d'espace nous permet de contrôler le courant qui circule entre la source et le drain. Pourquoi on s'est trouvé contraint de chercher un composant plus évolué que le MESFET classique, parce que ce dispositif classique souffre des limitations suivantes. Les effets dus au canal court, parce que ces derniers temps, comme vous le savez, on tend vers la miniaturisation des dispositifs, et donc il y a l'effet des canaux courts qui apparaît, et donc qui est important dans les MESFET classiques.
Il y a aussi le problème du courant de fuite de la grille et par conséquent la puissance dissipée dans la grille. Il y a aussi la mobilité faible parce que à cause de l'interaction entre les porteurs et les impuretés ionisées. Et il y a aussi la transconductance qui est faible. Et bien sûr, que je viens de lire l'effet des impuretés ionisées. Et aussi, bien sûr, la diffusion par le réseau et ses impuretés. Donc, toutes ces contraintes étaient à la base de la recherche d'un composant plus performant. La structure des Hunt, brièvement, donc on dit qu'il est essentiellement, il est constitué essentiellement de trois matériaux différents, à savoir le substrat, un matériau à grand gap, un matériau à petit gap. Et bien sûr, les trois électrodes qui sont la source, la grille et le drain. Donc ça, de façon simplifiée, mais, en réalité, ce dispositif est composé de plusieurs couches différentes et différemment dopées. Donc, comme vous voyez, en plus des électrodes, donc il y a cette couche sur laquelle on élabore la source et la grille, et cette autre couche sur laquelle on élabore la structure Schottky, la couche qu'on dope, qui va donner les porteurs, ici les électrons. Et donc, pour éloigner davantage le canal de ces impuretés ionisées, donc on intercale une autre couche ici appelée spaceur. Et ici, le semi-conducteur à petit gap qui va constituer le canal. Et une couche tampon donc pour adapter la croissance épitaxiale sur le substrat. Donc, un tas de couches pour arriver à réaliser ce dispositif. Comme vous voyez ici, quelques données concernant les différents matériaux utilisés pour les différentes couches, ainsi que une idée sur les dimensions de chaque couche. Ici, c'est le diagramme de base de bande sous la grille. Normalement, donc la grille est là, donc le drain de ce côté et la source. Donc, on a donné le diagramme de bande au-dessous de la grille parce que les choses, tout se passe ici. Donc, ici la grille, ici les couches de semi-conducteurs dopés avec la couche pour la structure Schottky. Et de ce côté-là, le semi-conducteur à petit gap, donc qui va constituer le canal. Donc, les électrons sont confinés de ce puits de potentiel ici. Bon, on peut faire une analogie entre la structure du TechFET ou du Hunt avec les anciens field effect transistors. On peut faire une analogie entre le Hunt en disant que il est comparable au MOSFET à base de GAS, dans lequel une couche mince de GALS est intercalé entre l'électrode métallique et le GAS. C'est ces deux couches-là qu'on a intercalées entre la grille et le canal. On peut aussi le comparer au MOSFET en disant que la couche d'oxyde dans le MOSFET, entre la grille et le canal, il y a une couche d'oxyde. Donc, c'est comme on a remplacé dans le MOSFET la couche d'oxyde par cette couche de GALS. Puisqu'on a vu qu'il y avait des couches tampons qui ont été introduites, et ce pour éviter les problèmes qui apparaissent lorsqu'on dépose un matériau sur un autre où il n'y a pas l'adaptation
de paramètres de maille où il n'y a pas la même structure cristalline. Et donc, s'il n'y a pas une adaptation entre les paramètres de maille ou la structure cristalline, donc il y a pas mal de phénomènes qui apparaissent à l'interface et donc ça constitue des défauts et ça limite les performances des composants. Donc ici, ça schématise un peu ce qui se passe à l'interface lorsque les deux couches n'ont pas le même paramètre de maille et pas la même structure cristalline. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, donc le dispositif fonctionne grâce aux commandes de la grille, c'est elle qui commande le courant qui circule entre la source et le drain. Donc ici, nous avons plusieurs couches, comme on l'a dit. Donc, les ondes de déplétion de la diode Schottky, ici de l'hétérojonction, se recouvrent parce que les dimensions sont, les distances ou bien les épaisseurs des couches sont faibles. Donc, les ondes de déplétion de la structure choquée se recouvre avec l'hétérojonction. Et donc, on peut dire que cette couche de GALS est en déplétion totale et sera considérée comme un isolant. Donc, ceci dit, donc, on peut, comme dans le cas d'une capacité immense, commander la population des électrons de la couche d'inversion ici, de GAS, par la tension appliquée sur la grille. Bon, les caractéristiques la caractéristique du courant ID qui circule entre la source et le drain, en fonction de la tension appliquée à la grille, ressemble à celui des MOSFET et des MOSFET classiques. Donc, on a ici le régime linéaire, le régime de saturation, le blocage, comme on l'a vu pour le MOSFET et le MOSFET classique. Pour avoir l'expression de la caractéristique ID en fonction de VDS, donc il faut tout d'abord établir la relation qui relie la concentration des électrons à la tension de la grille. Et pour ce faire, donc, on doit passer par 3 étapes. Dans la première étape, on doit établir la relation qui relie N à la tension de la grille et au niveau de Fermi, et ce en intégrant par l'intégration de l'équation de Poisson dans la couche dual S. Dans l'étape 2, donc on va établir la relation qui relie la concentration des électrons au niveau de Fermi dans la couche d'inversion. Et dans l'étape 3, on va résoudre le système des deux équations obtenues pour avoir cette relation. Donc, pour l'étape 1, on va essayer d'établir la relation qui relie la concentration à la tension de grille et le niveau de Fermi. On peut faire ça à partir de la relation de continuité du vecteur de déplacement à l'interface entre le GAS et le GALS, et qui se traduit par cette expression, sachant que les champs électriques de deux côtés au voisinage de l'interface, c'est-à-dire pris comme origine, sont donnés par ces deux expressions. Donc, en appliquant cette expression, sachant que les 1, 0 et 2, 0 donnés par ces deux expressions, donc on arrive à cette expression qui donne en fonction de f et Vg. Où Vt est donné par cette expression donnée ici à droite. Pour la tension, cette tension de C, on constate que pour E2 à l'interface est égale à 0,
et n est égal à 0, bon, elle est obtenue pour Vg est égal à cette expression. Donc, quand la tension C est égale à ça, donc le champ s'annule et on a le régime des bandes. Donc, le VTH, donné par cette expression, est la tension de seuil du transistor. Dans l'étape 2, donc, on va essayer d'établir la relation qui relie la concentration des électrons au niveau de Fermi dans la couche GS, c'est-à-dire dans le canal. Donc, nous savons que la couche d'inversion de l'hétérojonction est située dans la couche GS. Donc, les électrons sont confinés dans un puits de potentiel très étroit, quelques 1 nanomètre. Et par conséquent, dans ce cas, le calcul classique de la distribution des porteurs libres en termes de structure de bande et de densité d'état interdimensionnel est en défaut. Donc, on ne peut pas faire les calculs classiques. Donc, on doit faire un calcul quantique. Pardon. Qui a donné dans le cours passé que la concentration est donnée par cette expression. Notons qu'en pratique, on prend en considération seulement les deux secondes, 0 et 1, et on néglige les autres parce que ce sont les plus peuplés et les autres sont moins peuplés. Donc, il suffit de prendre ces deux premières secondes. Donc, dans l'étape 3, donc, on va essayer d'avoir la relation qui relie N à Vg. Donc, en se limitant, comme on vient de dire, à la population électronique de la couche d'inversion aux deux premières secondes, les équations qu'on vient d'établir précédemment permettent d'obtenir le système ci-dessous. Donc, comme on le voit, on ne peut pas avoir de solution analytique, donc il nécessite une résolution cohérente. Donc, ce système, on va le résoudre dans deux cas suivants. On va établir quelques approximations pour pouvoir aboutir à la solution. Dans le premier cas, on va se poser un régime de faible inversion. Dans ce cas, le niveau de Fermi est situé au-dessous de la première seconde au zéro, et le taux d'occupation des secondes est donc faible. Par conséquent, dans ce cas, la densité d'électrons est liée à la tension de degré par la loi exponentielle suivante. Notons aussi qu'en régime de faible inversion, le puits de potentiel est à la fois peu profond et large, et il en résulte donc que la quantification des états électroniques est faible. Donc, dans ce cas, le gaz d'électrons va présenter plutôt un caractère tridimensionnel que bidimensionnel. Et donc, la résolution classique du problème est mieux adaptée dans ce cas comme dans le cas de l'immense classique. Par contre, dans le cas de régime de forte inversion, donc la population électronique elle va devenir importante et le niveau de Fermi passe au-dessus du bas de la deuxième seconde 1. Rappelons qu'on prend uniquement les deux premières secondes, 0 et 1. Dans ce cas, la densité d'électrons suit une loi sensiblement linéaire qui est donnée par cette expression approchée avec le paramètre bêta évité donné par ces deux expressions. Donc, pour établir l'expression du courant, on sait que lorsque le drain du transistor est polarisé par une tension drain source vidée, donc la polarisation de la structure elle sera distribuée de la source au drain. Donc ici, à la source, on prend toujours à la masse, donc c'est 0, et la tension augmente jusqu'à VD max ici du côté drain. Bon,
on va supposer dans une première étape que la tension appliquée entre le drain et la source est faible. Donc, dans ce cas, si la tension appliquée est faible, donc le champ électrique entre la source et le drain est faible, donc la mobilité du porteur peut être considérée constante le long du canal. Et donc, le courant a cette expression qui est semblable à celle qu'on a vue dans les faits classiques. Bien sûr, A Z, c'est la largeur du canal, L, c'est la longueur du canal, et U, c'est la mobilité du porteur. Et les paramètres bêta et Vt sont donnés par ces deux expressions. Lorsque la tension appliquée entre le drain et la source est importante, dans ce cas, le champ électrique qui règne dans le canal est important, donc la mobilité des porteurs donc, va dépendre des champs et elle diminue en fonction de la vitesse, notamment lorsque la vitesse atteint la valeur de saturation. Et dans ce cas, l'expression du courant drain est donnée par cette expression. Et pour VD, on obtient le courant de saturation avec les termes ici VD saturation et désaturation donnés par cette expression. Et J0, qui est donné par ce produit-là, elle a les dimensions de transconductance, donc c'est la raison pour laquelle on la note ici comme transconductance. Bon, maintenant, on va voir l'apparition du MESFET parasite et ses effets. Donc, dans les paragraphes précédents, nous avons supposé que les zones de déplétion de la diode Schottky qui règne entre le métal et la couche GLS et de l'hétérojonction entre GLS et GS se recouvre. Et donc, on a supposé que le GLS est en déplétion totale. Bon, ce n'est pas vrai lorsque VG atteint et dépasse une valeur de CVM, car les deux zones de charge d'espace ne se recouvrent plus. Et donc, il y aura apparition d'un canal conducteur de largeur WM, comme vous voyez ici. Donc, il y aura des apparitions de ce canal qui sera peuplé et qui va apparaître dans la zone de la couche GALS de la structure Schottky. Donc, vous voyez ici, c'est cette zone qui donne lieu au MESFET parasite qui a une largeur WM. Et donc, la zone de la déplétion de l'hétérojonction CWH et la zone de déplétion de la structure Schottky CWS. Bien sûr, le DI, l'épaisseur de la région intrinsèque, et le DD, c'est l'épaisseur du semi-conducteur de grand gap dopé. Bien sûr, et vous avez aussi là les différentes abscisses des différentes régions. Donc, avec ces notations, on peut déterminer les paramètres du TechFET en présence du MESFET parasite. Donc, la largeur de la zone de déplétion de la structure Schottky, donnée par cette expression, ou delta E, c'est donné par cette expression. Donc, par conséquent, en remplaçant delta E ici, cette zone de déplétion de la diode Schottky donnée par cette expression. Concernant la largeur WH de la zone de déplétion de l'hétérojonction, elle est donnée par cette expression. Elle est liée plutôt à la concentration des électrons et au dopage. Par contre, la largeur W1 du canal du transistor MESFET, c'est 1, elle est donnée par cette expression, et donc finalement, elle aura cette
expression. Concernant la tension de seuil AVM, à partir de laquelle l'effet parasite du transistor MESFET se manifeste, donc c'est la tension appliquée à la grille pour laquelle WM égale à 0, c'est-à-dire au moment on commence au moment où le MESFET n'existait pas, c'est-à-dire WM est égal à 0. Donc, ce qui nous donne cette expression pour la tension à partir de laquelle le MESFET parasite apparaît. Et la densité d'électrons dans la couche d'inversion de GS, elle va avoir pour cette tension une autre concentration donnée par cette expression. Et finalement, donc, ça nous donne cette tension qui a cette expression ou bien sous cette forme où il y a apparition de la tension seuil des deux paramètres V1 et V2 qui sont donnés par ces deux expressions ici. Bon, concernant les principaux avantages de ce composant par rapport au fait classique, donc comme on l'a dit au départ, ce composant a un faible bruit, il a une grande mobilité, il a des performances, de très bonnes performances à haute fréquence à cause de sa grande mobilité. Pour les applications, on le trouve dans les amplificateurs à faible bruit. Il est installé sur les télescopes radio. Beaucoup d'applications dans le domaine spatial et militaire et dernièrement dans les téléphones portables et d'autres appareils micro-ondes. Voilà grosso modo l'essentiel de